Vous savez, la plupart des gens pensent que l'argent peut acheter la loyauté, que si vous êtes généreux avec ceux que vous aimez, si vous leur offrez une vie de luxe et de confort, ils vous resteront fidèles pour toujours. Quelle belle et tragique idée fausse. Il a fallu qu'Henri Dubois, âgé de 68 ans, milliardaire parisien, et la découverte accidentelle de documents cachés dans le bureau de sa propre épouse, brisent complètement cette illusion et révèlent une vérité que la plupart d'entre nous passent toute leur vie à éviter. Je m'appelle Philippe Moreau. Vous regardez Leçon tirée d'une longue vie. Avant de plonger dans cette histoire puissante, je dois vous demander quelque chose d'important. Si ces histoires, qui changent la vie, vous touchent, pensez à vous abonner à Leçon tirée d'une longue vie et à activer la cloche de notification. Cela vous assure de ne jamais manquer nos récits profondément émouvants et cela nous aide vraiment à continuer de partager ces histoires transformatrices avec vous. Henri Dubois avait 68 ans quand sa vie s'est écroulée un mardi matin de novembre dans le silence feutré de son penthouse du 16e arrondissement parisien. Dehors, la tour Eiffel scintillait sous un ciel gris perle, mais Henri ne la voyait pas. Il était agenouillé sur le parquet en chêne massif de son bureau, des documents éparpillés autour de lui comme les pièces d'un puzzle qu'il n'arrivait pas à assembler. 3 heures plus tôt, Henri cherchait simplement un stylo dans le bureau d'Isabelle, sa femme. Un geste innocent, machinal. Isabelle était partie pour son cours de yoga matinal, comme tous les mardis depuis 10 ans. Henri avait besoin de signer des contrats urgents et son Mont Blanc préféré avait mystérieusement disparu de son propre bureau. Le tiroir du bas résistait. Henri avait tiré plus fort et le mécanisme avait cédé d'un coup, révélant un compartiment secret qu'il n'avait jamais remarqué. À l'intérieur, une chemise cartonnée, rouge sang, épaisse, lourde de secrets. Henri se souvenait encore du poids de cette chemise entre ses mains tremblantes. Comment quelque chose d'aussi léger pouvait-il contenir le pouvoir de détruire une vie entière? Les premiers documents qu'il avait découverts étaient des relevés bancaires. Pas les leurs. Des comptes qu'il ne connaissait pas, dans des banques suisses et luxembourgeoises, avec des sommes qui lui avaient coupé le souffle. 53 millions d'euros, 68 millions, 92 millions, des virements réguliers, méthodiques, étalés sur 10 années. 10 années exactement, depuis leur mariage. Henri avait d'abord pensé à une erreur. Isabelle gérait peut-être des investissements secrets pour lui faire une surprise. Mais les noms sur les comptes l'avaient glacé. Isabelle Moreau, son nom de jeune fille. Pas Dubois, jamais Dubois. Puis il avait trouvé les emails imprimés. Des centaines de pages de correspondance avec des avocats, des banquiers, des hommes d'affaires qu'Henri connaissait. Certains étaient eux-mêmes ses amis, ou du moins, il l'avait cru. Phase 3 initiée, lisait-on dans un email daté de la semaine précédente. Les actions Dubois Industries seront vendues progressivement sur les 6 prochains mois. Il ne doit rien soupçonner jusqu'à ce que tout soit terminé. Henri avait relu cette phrase 10 fois, 20 fois, comme si les mots allaient changer de sens. Dubois Industries, son entreprise. L'empire qu'il avait bâti pierre par pierre depuis 1982, quand il n'était qu'un jeune homme de 28 ans avec plus d'ambition que d'argent. Il se souvenait de ses débuts dans un petit bureau de Levallois-Perret, quand il vendait des logiciels de gestion à des PME. 40 ans de travail acharné, de nuits blanches, de risques calculés et de victoires durement gagnées. 40 ans pour bâtir ce qui était devenu l'un des plus grands groupes de technologie financière d'Europe. Et maintenant, assis sur ce parquet froid, Henri découvrait que sa propre femme, celle qu'il avait épousée dans la chapelle de leur château en Dordogne, celle pour qui il avait acheté ce penthouse avec vue sur tout Paris, celle qu'il avait couverte de bijoux et d'attention, orchestrait méthodiquement sa ruine depuis le jour de leur rencontre. Un autre document avait attiré son attention. Un plan détaillé, écrit de la main d'Isabelle, avec des dates, des montants, des stratégies. En haut de la page, une phrase qui lui avait transpercé le cœur. Opération Vengeance, destruction complète d'Henri Dubois, échéance, décembre 2024.
Décembre 2024, dans 6 semaines. Henri avait senti ses jambes se dérober sous lui. Il s'était effondré sur sa chaise de bureau, celle en cuir italien qu'Isabelle lui avait offerte pour son 65e anniversaire. Même ce cadeau maintenant lui semblait empoisonné. Combien de gestes d'amour apparents cachaient en réalité des calculs froids? Il avait pensé à leur dernière soirée ensemble, 3 jours plus tôt. Ils avaient dîné chez Laurent, leur restaurant préféré près des Champs-Élysées. Isabelle portait cette robe bleue qu'il adorait, celle qui faisait ressortir ses yeux. Elle lui avait pris la main par-dessus la table, lui avait souri avec cette tendresse qu'il croyait sincère. « Tu sais, Henri, » avait-elle dit de sa voix douce, « je n'aurais jamais imaginé être aussi heureuse. Ces 10 années avec toi ont été les plus belles de ma vie. 10 années. » Toujours ce chiffre maudit. Henri avait fouillé plus profondément dans les documents. Il y avait des photos de lui prises à son insu, dans des restaurants, des réunions d'affaires, même dans leur propre maison. Des notes détaillées sur ses habitudes, ses faiblesses, ses relations d'affaires. Isabelle l'avait étudié comme un entomologiste étudie un insecte, cataloguant chaque détail de sa vie pour mieux la détruire. Le plus troublant, c'était la précision. Isabelle connaissait ses mots de passe, ses codes d'accès, ses stratégies d'investissement. Elle avait accès à tout, et elle utilisait cette confiance aveugle qu'il lui accordait pour le dépouiller systématiquement. Henri avait trouvé des contrats de vente d'actions, signés de sa propre main. Mais il ne se souvenait pas de les avoir signés. Comment était-ce possible? Puis il avait remarqué les dates. Toutes correspondaient à des soirées où Isabelle lui avait préparé son whisky préféré, un Macallan 25 ans qu'elle servait dans des verres en cristal. Des soirées où il s'était senti étrangement fatigué, où sa mémoire était floue le lendemain matin. La réalisation l'avait frappé comme une gifle. Isabelle ne se contentait pas de le voler. Elle le droguait pour obtenir sa signature sur des documents qu'il n'aurait jamais accepté de signer consciemment. Henri avait regardé l'heure sur sa Rolex Submariner, celle qu'Isabelle lui avait offerte pour leur 5e anniversaire de mariage. 11h30. Elle rentrerait de son cours de yoga dans 1 heure. 1 heure pour décider quoi faire de cette découverte qui venait de pulvériser sa réalité. Il avait pensé à appeler la police, ses avocats, ses amis. Mais une partie de lui refusait encore d'accepter l'évidence. C'était Isabelle, sa femme, celle qui lui massait les épaules quand il rentrait tard du bureau, celle qui lui préparait son café exactement comme il l'aimait chaque matin, celle qui l'accompagnait au gala de charité et souriait fièrement quand on le présentait comme son mari. Comment la femme qui partageait son lit depuis 10 ans, qui connaissait ses peurs, ses rêves, ses cicatrices d'enfance, pouvait-elle orchestrer sa destruction avec une telle froideur clinique? Henri avait remis les documents dans la chemise rouge, refermé le tiroir secret et était retourné dans son bureau. Mais il ne pouvait plus faire semblant. Chaque objet dans cette maison lui rappelait maintenant sa naïveté. Le vase Ming qu'ils avaient acheté ensemble à Hong Kong, combien avait-elle détourné lors de ce voyage d'affaires? Les photos de leurs vacances en Toscane, souriait-elle sincèrement ou calculait-elle déjà son prochain coup? À 12h35, Henri avait entendu la clé tourner dans la serrure. Les talons d'Isabelle résonnaient sur le marbre de l'entrée, se rapprochant du salon. Dans quelques secondes, elle allait entrer, l'embrasser sur la joue comme chaque jour, lui demander comment s'était passée sa matinée. Et Henri allait devoir faire semblant que sa vie n'avait pas basculé dans l'abîme. Mais une question le hantait déjà, une question qui allait le consumer dans les jours à venir. Pourquoi? Qu'avait-il fait pour mériter une telle haine déguisée en amour? Et surtout, depuis combien de temps vivait-il dans un mensonge si parfaitement orchestré qu'il n'avait jamais rien vu venir? La vérité qu'Henri allait découvrir dans les heures suivantes dépasserait ses pires cauchemars et révélerait que certaines vengeances se préparent pendant des décennies, avec une patience et une cruauté qui défient l'entendement humain. « Bonjour, mon amour », avait murmuré Isabelle en entrant dans le salon, ses cheveux encore humides de transpiration après son cours de yoga. Elle portait cette tenue de sport grise qui épousait parfaitement ses formes,
et son sourire était exactement le même que celui qui avait fait chavirer Henri 10 ans plus tôt. 10 ans plus tôt. Henri se souvenait de cette soirée comme si c'était hier. Le 15 octobre 2014, Hôtel Four Seasons George V, gala de charité pour la recherche contre le cancer. Henri détestait ces événements mondains, mais sa position l'obligeait à y paraître. Il était arrivé seul, comme toujours depuis son divorce avec sa première épouse, Marie-Claire, finalisé 3 ans plus tôt. Henri avait 58 ans alors, au sommet de sa réussite professionnelle mais profondément seul. Dubois Industries venait de racheter 2 start-up prometteuses et les médias économiques le présentaient comme le roi Midas de la French Tech. Mais le soir, dans son appartement du 7e arrondissement, bien plus modeste que le penthouse actuel, Henri dînait souvent seul devant les informations, se demandant à quoi servait tout cet argent s'il n'avait personne avec qui le partager. Ce soir-là, au Georges V, Henri sirotait un champagne d'homme Pérignon près du bar quand elle était apparue. Isabelle Moreau, 35 ans, directrice marketing dans une agence de communication spécialisée dans le luxe. Elle portait une robe noire simple mais élégante, ses cheveux châtains relevés en chignon, et quand leurs regards s'étaient croisés, Henri avait senti quelque chose qu'il n'avait plus ressenti depuis des années. Un coup de foudre. « Vous semblez vous ennuyer autant que moi », avait-elle dit en s'approchant, un sourire malicieux aux lèvres. Sa voix était douce, légèrement rauque, avec cet accent parisien sophistiqué qu'Henri adorait. « Ces gars-là sont un mal nécessaire », avait répondu Henri, surpris par sa propre aisance. Habituellement timide avec les femmes, il se sentait étrangement à l'aise avec cet inconnu. « Un mal nécessaire pour qui? Pour votre image publique ou pour votre conscience ?» avait-elle rétorqué avec une franchise qui l'avait désarçonné. Henri avait ri, un vrai rire, pas le rire de politesse qu'il réservait aux mondanités. « Les deux, probablement. Et vous? Qu'est-ce qui vous amène ici? »« Le travail. Mon agence organise l'événement, mais entre nous, je préférerais être chez moi avec un bon livre et un verre de vin. » Cette simplicité revendiquée l'avait séduit immédiatement. Dans son monde de requins en costume, rencontrer quelqu'un qui avouait préférer la lecture aux paillettes était rafraîchissant. Ils avaient en parlé pendant des heures. Isabelle était intelligente, cultivée, drôle. Elle connaissait la littérature française, adorait le cinéma de la nouvelle vague, et avait cette façon de poser des questions qui donnait à Henri l'impression d'être vraiment écouté. Pas écouté comme Henri Dubois le milliardaire, mais comme Henri, l'homme. Vous savez, lui avait-elle confié vers minuit, alors qu'il se promenait sur la terrasse de l'hôtel, « J'ai lu un article sur vous dans les Échos la semaine dernière. Il vous présentait comme un génie des affaires, mais il ne parlait jamais de l'homme derrière l'Empire. » Parce qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant à dire, avait répondu Henri avec une modestie sincère. « J'en doute. Les hommes qui bâtissent des empires ont toujours des histoires fascinantes. Racontez-moi la vôtre. » Et Henri s'était confié. Il lui avait parlé de son enfance en Normandie, fils d'un mécanicien et d'une institutrice. De ses parents qui s'étaient été saignés aux 4 veines pour lui payer ses études d'ingénieur. De ses premiers échecs, de ses nuits blanches dans ce petit bureau de Levallois-Perret, de sa peur constante de tout perdre qui le poussait à travailler toujours plus. Isabelle l'écoutait avec une attention qui semblait sincère, posait les bonnes questions, compatissait au bon moment. Quand Henri avait évoqué la mort de ses parents, son père d'un infarctus à 62 ans, sa mère d'un cancer 2 ans plus tard, il avait vu des larmes dans ses yeux. « Ils auraient été si fiers de vous », avait-elle murmuré en posant sa main sur la sienne. Ce geste simple avait bouleversé Henri. Cela faisait si longtemps qu'une femme ne l'avait pas touché avec tendresse, sans arrière-pensée apparente. Ils s'étaient revus dès le lendemain. Isabelle avait accepté son invitation à dîner chez l'ami Jean, un petit bistrot du 7e qu'Henri fréquentait depuis des années. Rien de tape à l'œil, rien pour impressionner, juste un endroit où ils pourraient parler. Et ils avaient parlé. De tout, de rien. Isabelle lui avait raconté son enfance à Lyon, fille unique d'un père entrepreneur et d'une mère professeure de piano. Elle avait étudié à HEC, travaillé à Londres pendant 3 ans avant de revenir à Paris.
Elle semblait avoir vécu une vie riche, mais sans ostentation. Exactement le genre de femme qu'Henri cherchait sans le savoir. Mon père me disait toujours, avait-elle confié ce soir-là, que la vraie richesse, c'est de pouvoir faire confiance aux gens qu'on aime. L'argent, ça va, ça vient. Mais la confiance, une fois brisée, elle ne revient jamais, avait terminé Henri, touché par cette sagesse. Exactement. C'est pour ça que je suis si prudente en amour. J'ai été blessée par le passé. Cette vulnérabilité avouée avait encore renforcé l'attraction d'Henri. Isabelle n'était pas une chasseuse de fortune. Elle semblait même mal à l'aise quand il proposait des restaurants trop chers ou des cadeaux trop luxueux. « Henri, je ne suis pas avec vous pour votre argent », lui avait-elle dit après 3 semaines de fréquentation quand il avait voulu lui offrir un bracelet Cartier. « J'ai un bon travail, un appartement que j'aime, une vie équilibrée. Ce qui m'intéresse chez vous, c'est votre intelligence, votre gentillesse, votre façon de voir le monde. » Ces mots avaient achevé de conquérir Henri. Après des années de relations intéressées, rencontrer une femme qui semblait l'aimer pour lui-même était un miracle. Leur relation avait évolué naturellement. Isabelle ne précipitait rien, ne demandait rien. Quand Henri lui avait proposé de s'installer chez lui après 6 mois de relation, elle avait hésité. « C'est un grand pas, Henri. Je ne veux pas que vous pensiez que je profite de la situation. Au contraire, j'aimerais partager ma vie avec quelqu'un qui me comprend vraiment. » Isabelle avait emménagé progressivement, apportant ses livres, ses photos, ses petites habitudes qui avaient transformé l'appartement froid d'Henri en véritable foyer. Elle cuisinait, pas des plats sophistiqués, mais des recettes de sa grand-mère qui réchauffèrent le cœur. Elle s'intéressait à son travail sans jamais être envahissante, l'encourageait à prendre des vacances, à voir ses amis. « Tu travailles trop », lui disait-elle souvent. La vie, c'est aussi profiter des moments simples. Et Henri avait appris à profiter. Avec Isabelle, il découvrait les plaisirs qu'il s'était refusés pendant des années. Les grasses matinées du dimanche, les promenades au jardin du Luxembourg, les soirées cinéma en pyjama. Quand il lui avait demandé sa main, 2 ans après leur rencontre, c'était dans ce même jardin où il l'emmenait nourrir les canards tous les dimanches matins. Rien d'extravagant, juste eux deux sur leur banc préféré, avec la bague de sa grand-mère qui l'avait fait remonter. « Isabelle, ces 2 années avec toi ont été les plus belles de ma vie. Veux-tu m'épouser » Elle avait pleuré en disant oui. Des larmes qui semblaient si sincères qu'Henri en avait eu les yeux humides aussi. Leur mariage avait été simple, intime. 30 invités dans la chapelle du château qu'Henri avait acheté en Dordogne pour leur week-end. Isabelle avait insisté pour garder la cérémonie modeste. « Je ne veux pas d'un mariage de people », avait-elle dit. « Je veux juste célébrer notre amour avec les gens qui comptent vraiment. » Même leur voyage de noces avait été à son image. 2 semaines en Toscane, dans une villa louée près de Sienne. Pas de palace, pas d'extravagance, juste eux deux, découvrant les villages perchés, dégustant les vins locaux, faisant l'amour avec la passion des nouveaux mariés. Maintenant, assis dans ce même salon où Isabelle venait d'entrer avec son sourire habituel, Henri repensait à tous ces moments avec un mélange de nostalgie et d'horreur. Chaque souvenir était empoisonné par sa découverte matinale. Cette femme qui l'embrassait tendrement sur la joue, qui lui demandait comment s'était passée sa matinée, avait-elle calculé chaque geste, chaque mot, chaque larme depuis le début ? « Ça va, mon amour ? Tu as l'air fatigué ?» dit Isabelle en s'asseyant près de lui sur le canapé en cuir blanc qu'ils avaient choisi ensemble. Henri la regarda, vraiment la regarda, pour la première fois depuis des années. À 45 ans, Isabelle était encore magnifique. Ses cheveux châtains avaient quelques fils argentés qu'elle assumait avec élégance. Ses yeux noisettes pétillaient toujours de cette intelligence qui l'avait séduit, et son sourire. Ce sourire qui lui avait fait perdre la tête 10 ans plus tôt. Mais maintenant, Henri cherchait des failles dans ce masque parfait. Y avait-il eu des signes qu'il avait ignorés? Des moments où le masque avait glissé? « Henri » insista Isabelle, posant sa main sur la sienne. « Tu es sûr que tout va bien ?» Cette main qui l'avait consolé tant de fois, qui avait caressé son visage dans leurs moments d'intimité,
qui avait signé les documents de sa ruine. Henri dut faire un effort surhumain pour ne pas la repousser. « Oui, oui, tout va bien. J'ai juste eu une matinée chargée. »« Tu travailles trop, comme toujours, » dit Isabelle avec cette tendresse qu'Henri ne savait plus interpréter. « Que dirais-tu d'un week-end en Dordogne? Ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé. » Le château, leur refuge, combien de secrets Isabelle y cachait-elle aussi? C'est une bonne idée, mentit Henri. Mais dans sa tête, une seule question tournait en boucle. Qui était vraiment cette femme qu'il avait épousée? Et surtout, comment avait-elle réussi à jouer ce rôle de femme aimante avec une telle perfection pendant 10 longues années? La réponse à cette question allait révéler une vérité encore plus terrifiante que tout ce qu'Henri avait découvert dans cette chemise rouge. Henri avait passé une nuit blanche. Allongé à côté d'Isabelle qui dormait paisiblement, il avait écouté sa respiration régulière en se demandant si même son sommeil était une mise en scène. À 6 heures du matin, n'y tenant plus, il s'était levé discrètement et avait rejoint son bureau. Il fallait qu'il sache tout. L'ampleur exacte de la trahison, les méthodes utilisées, les complices impliqués. Henri avait passé 40 ans à bâtir son empire en analysant chaque détail, chaque risque, chaque opportunité. Il allait appliquer la même méthodologie pour comprendre comment sa propre femme l'avait détruit. Henri avait commencé par ses comptes personnels. Avec ses codes d'accès bancaire, il avait épluché 10 années de transactions. Ce qu'il découvrait le glaçait progressivement. Des virements réguliers vers des comptes qu'il ne connaissait pas, toujours des sommes juste assez petites pour ne pas attirer l'attention. 50 000 € ici, 80 000 là. Individuellement, ces montants semblaient négligeables pour un homme de sa fortune. Mais additionnés sur 10 ans, ils représentaient plus de 75 millions d'euros. 75 millions d'euros de sa propre fortune, détournés sous son nez, avec sa propre signature. Henri avait ensuite vérifié ses portefeuilles d'actions. Là, l'horreur prenait une dimension industrielle. Ses parts dans Dubois Industries, l'entreprise qu'il avait créée et qui représentait 80% de sa fortune, avaient été vendues progressivement. Pas d'un coup ce qui aurait alerté les marchés et ses conseillers, mais par petites tranches, habilement réparties sur plusieurs années. En 2014, au moment de son mariage, Henri possédait 78% de son entreprise. Aujourd'hui, il ne lui en restait que 31%. Le reste avait été vendu à des fonds d'investissement, des concurrents, des sociétés écrans qu'Henri ne connaissait pas. Mais le plus révoltant, c'était la sophistication de l'opération. Chaque vente avait été effectuée au moment optimal, quand les cours étaient hauts, quand les résultats trimestriels étaient excellents, quand Henri lui-même était en déplacement et ne pouvait pas surveiller les transactions. Isabelle ne se contentait pas de le voler. Elle optimisait ses vols avec l'expertise d'une professionnelle de la finance. Henri avait appelé son directeur financier, Marc Rousseau, un homme qu'il connaissait depuis 15 ans et en qui il avait une confiance absolue. « Marc, j'ai besoin que tu me prépares un audit complet de mes comptes personnels et de mes participations, tout, les 10 dernières années. »« Henri, il y a un problème ?» La voix de Marc trahissait une inquiétude immédiate. « Peut-être, je préfère vérifier. »« Et Marc, cette demande reste entre nous pour l'instant. »« Bien sûr, je m'y mets immédiatement. » En attendant le rapport de Marc, Henri avait décidé de creuser plus profondément dans les documents trouvés dans le bureau d'Isabelle. Il était retourné dans la chambre. Isabelle prenait sa douche matinale, comme chaque jour à 7h30 précise, et avait fouillé plus méthodiquement le tiroir secret. Ce qu'il avait découvert dépassait ses pires craintes. Il y avait des dossiers complets sur ses amis, ses associés, ses employés clés. Isabelle avait constitué des fiches détaillées sur chaque personne importante de l'entourage d'Henri. Leurs faiblesses, leurs dettes, leurs secrets, leurs ambitions. Comme si elle avait préparé une guerre psychologique contre son propre mari. Le dossier sur Marc Rousseau était particulièrement épais. Henri y avait découvert que son directeur financier avait des problèmes de jeu, qu'il devait près de 2 millions d'euros à des créanciers peu recommandables et qu'Isabelle avait discrètement payé ses dettes en échange de sa coopération. Marc. Son ami Marc,
qui l'avait aidé à structurer ses premiers investissements, qui était le parrain de sa fille, Marc était complice de sa ruine. Henri avait trouvé d'autres noms familiers dans les dossiers. Jean-Pierre Moreau, son avocat personnel depuis 20 ans. Catherine Dubois, sa propre cousine qui gérait ses propriétés immobilières. Même Sylvie, sa secrétaire de direction, celle qui connaissait tous ses rendez-vous, tous ses projets, toutes ses habitudes. Tous achetés. Tous retournés contre lui. Le téléphone avait sonné. Marc. Henri, j'ai fait un premier point sur tes comptes. Il faut qu'on se voie. Maintenant. C'est si grave? Pire que grave. Retrouve-moi au bureau dans 1 heure. Et Henri, viens seul. Henri avait raccroché, le cœur battant. Il avait enfilé son costume, un Brioni bleu marine qu'Isabelle lui avait offert pour son dernier anniversaire, et avait quitté l'appartement en prétextant une réunion urgente. Dans sa Bentley, en traversant Paris vers les bureaux de Dubois Industries à La Défense, Henri repensait aux 10 dernières années avec un regard nouveau. Combien de décisions importantes avait-il prises sur les conseils d'Isabelle? Combien de fois l'avait-elle orienté vers des choix qui, rétrospectivement, avaient affaibli sa position? Il se souvenait de 2018, quand il avait hésité à racheter une start-up concurrente. Isabelle l'avait dissuadé. « Tu es déjà assez stressé avec tes projets actuels, mon amour. Pourquoi prendre des risques supplémentaires? Cette start-up avait été rachetée 6 mois plus tard par un de ses concurrents et était devenu un acteur majeur du marché. Henri avait raté une opportunité en or. Ou en 2020, pendant la crise du Covid, quand il avait voulu investir massivement dans la digitalisation. Isabelle l'avait encore freiné. C'est peut-être le moment d'être prudent, non? Personne ne sait comment va évoluer la situation. Résultat, Henri avait raté le boom du numérique post-Covid pendant que ses concurrents prenaient bien des parts de marché décisives. Chaque conseil d'Isabelle, présenté comme de la sagesse conjugale, avait en réalité affaibli sa position concurrentielle. Elle ne se contentait pas de le voler, elle sabotait aussi ses décisions stratégiques. Arrivé à La Défense, Henri avait pris l'ascenseur jusqu'au 42e étage, où se trouvaient les bureaux de direction de Dubois Industries. La vue sur Paris était magnifique, mais Henri n'y prêtait plus attention. Il ne pensait qu'à une chose, découvrir l'étendue des dégâts. Marc l'attendait dans son bureau, des dizaines de documents étalés sur sa table. Son visage était livide. « Henri, assieds-toi. Ce que j'ai à te dire va te faire mal. Je suis déjà au courant pour les détournements, Marc, et je sais que tu es impliqué. » Marc avait blêmi davantage. « Comment? J'ai trouvé des documents. Beaucoup de documents. La question maintenant, c'est, vas-tu m'aider à comprendre l'ampleur des dégâts? Ou dois-je découvrir seul que mon directeur financier m'a trahi? » Marc avait baissé la tête, vaincu. « Henri, je suis désolé. Tu ne peux pas imaginer à quel point je suis désolé, mais elle savait tout sur moi, mes dettes, mes problèmes. Elle m'a proposé de les régler en échange de quelques ajustements dans tes comptes. » Quelques ajustements. Henri avait du mal à contenir sa colère. « Marc, on parle de dizaines de millions d'euros. Au début, c'était vraiment de petites sommes. Je me disais que tu ne t'en rendrais même pas compte. Et puis, c'est devenu de plus en plus gros. Elle avait des demandes de plus en plus importantes. Et quand j'ai voulu arrêter, elle m'a rappelé que j'étais déjà complice. Que si ça se savait, ma carrière était finie. » Henri regardait cet homme qu'il avait considéré comme un ami et ne reconnaissait plus rien de familier dans ses traits tirés par la culpabilité. « Combien, Marc? Combien exactement? » Marc avait sorti une feuille de calcul. En comptant les détournements directs et les ventes d'actions, près de 400 millions d'euros sur 10 ans. 400 millions d'euros. Henri avait senti le sol se dérober sous ses pieds. Sa fortune personnelle était estimée à 1,2 milliard d'euros. Isabelle lui avait volé un tiers de tout ce qu'il possédait. « Et mes parts dans l'entreprise? Tu es passé de 78% à 31%. Mais Henri, ce n'est pas le pire. » « Comment ça, ce n'est pas le pire? » Marc avait sorti un autre document. « Les acquéreurs de tes actions, ils se coordonnent. Ils préparent une OPA hostile sur Dubois Industries.
Avec tes 31% restants, tu ne pourras pas l'empêcher. Henri avait lu le document, incrédule. Un consortium d'investisseurs, mené par Blackstone Capital, une société qu'il ne connaissait pas, préparait effectivement une offre publique d'achat sur son entreprise. Il possédait déjà 47% des actions, toutes achetées à des prix préférentiels grâce aux ventes orchestrées par Isabelle. Qui est derrière Blackstone Capital? C'est opaque, société luxembourgeoise, actionnariat complexe. Mais Henri, il y a autre chose. Marc avait hésité, puis avait sorti une dernière feuille. J'ai fait des recherches sur Isabelle Moreau. Son vrai nom, c'est Isabelle Moreau-Fontaine. Elle est la fille de François Fontaine. François Fontaine. Ce nom avait frappé Henri comme un coup de massue. François Fontaine, le fondateur de Fontaine Technologies, une entreprise de logiciels que Henri avait coulé indirectement en 2009 en lui retirant un contrat majeur pour le confier à un concurrent moins cher. François Fontaine s'était suicidé 6 mois après la faillite de son entreprise. Et sa fille venait de passer 10 ans à détruire méthodiquement la vie d'Henri Dubois. Elle n'a jamais travaillé dans le marketing, avait murmuré Henri, les pièces du puzzle s'assemblant enfin. Tout était faux depuis le début. Tout, avait confirmé Marc. Son CV, son appartement, même sa rencontre avec toi au gala, elle avait étudié tes habitudes pendant des mois. Elle savait que tu serais là ce soir-là. Henri était resté silencieux pendant de longues minutes, assimilant l'ampleur de la manipulation. 10 ans de sa vie, 10 ans d'amour sincère de sa part contre 10 ans de haine calculée de la sienne. Mais une question le taraudait encore. Comment Isabelle comptait-elle terminer son œuvre de destruction? Que lui réservait-elle pour les 6 semaines à venir, avant l'échéance de décembre 2024 qu'il avait lue dans ses notes? La réponse allait se révéler plus cruelle que tout ce qu'Henri avait imaginé. Henri était rentré chez lui à 18 heures, l'esprit en ébullition. Dans l'ascenseur qui montait vers le penthouse, il avait pris une décision. Ce soir, il confronterait Isabelle. Il ne pouvait plus supporter cette comédie, ce mensonge permanent qui empoisonnait chaque seconde de sa vie. Il avait trouvé Isabelle dans la cuisine, préparant le dîner. Elle portait ce tablier blanc brodé qu'elle avait rapporté de leur voyage en Provence, et l'odeur du bœuf bourguignon, son plat préféré, embaumait l'appartement. Cette scène domestique parfaite, qu'Henri avait chérie pendant 10 ans, lui paraissait maintenant obscène. « Bonsoir, mon amour », avait dit Isabelle en se retournant, un sourire radieux aux lèvres. « J'ai préparé ton plat préféré. Tu as l'air fatigué, cette journée a été difficile ?» Henri l'avait regardé, vraiment regardé. Comment avait-il pu être aveugle si longtemps? Maintenant qu'il savait, il voyait des détails qui lui avaient échappé. Cette façon qu'elle avait de l'observer quand elle pensait qu'il ne la regardait pas. Ses micro-expressions de satisfaction quand il prenait des décisions qu'elle avait influencées. Ses questions apparemment innocentes sur ses projets d'affaires, ses relations, ses faiblesses. « Isabelle, nous devons parler. » Quelque chose dans le ton d'Henri avait alerté sa femme. Son sourire avait vacillé une fraction de seconde avant de se raffermir. « Bien sûr, mon amour. Laisse-moi juste finir la sauce et... » « Maintenant, Isabelle. » Henri était sorti de la cuisine et s'était dirigé vers le salon. Isabelle l'avait suivi, essuyant ses mains sur son tablier. Elle s'était assise sur le canapé, face à lui, et Henri avait vu dans ses yeux une vigilance nouvelle, comme si elle se préparait à un combat. « Henri, qu'est-ce qui se passe? Tu m'inquiètes. » Henri avait sorti la chemise rouge de son attaché-case et l'avait posée sur la table basse entre eux. Isabelle avait regardé le dossier, et pour la première fois depuis qu'il la connaissait, Henri avait vu son masque se fissurer. Pas complètement, juste une micro-expression de surprise, vite maîtrisée. « Tu sais ce que c'est, n'est-ce pas? »« Non, Qu'est-ce que c'est que cette chemise? » Mais sa voix manquait de conviction. Henri avait ouvert le dossier et en avait sorti les relevés bancaires, les emails, les plans manuscrits. Il les avait étalés méthodiquement sur la table, comme des pièces à conviction dans un procès. 75 millions d'euros détournés de mes comptes personnels, 47% de mes actions vendues à des prix préférentiels,
10 ans de manipulation orchestrée par ma propre épouse. Isabelle avait regardé les documents et Henri avait vu son cerveau calculer à toute vitesse. Nier, minimiser, contre-attaquer. Pendant quelques secondes, elle avait semblé hésiter entre plusieurs stratégies. Puis, soudain, elle avait éclaté de rire. Un rire clair, cristallin, qui avait glacé Henri jusqu'aux os. « Tu sais quoi, Henri? Je suis presque soulagée. » Elle s'était levée, avait retiré son tablier, et quand elle s'était rassise, c'était une autre femme qui faisait face à Henri. Le masque était tombé, complètement. 10 ans, avait-elle dit, sa voix débarrassée de toute tendresse feinte. 10 ans à jouer la parfaite épouse aimante. Tu n'imagines pas à quel point c'était épuisant. Henri la regardait, fasciné et horrifié. Cette femme froide, calculatrice, aux yeux durs. Était-ce vraiment celle qu'il avait épousée? Ou était-ce la vraie Isabelle qui se révélait enfin? Pourquoi? Avait-il murmuré. Pourquoi? Isabelle avait ri de nouveau. Tu oses me demander pourquoi? Toi qui as détruit mon père? Toi qui l'as poussé au suicide? François Fontaine, avait dit Henri. Tu es sa fille. Isabelle Moreau-Fontaine, pour te servir, fille de François Fontaine, fondateur de Fontaine Technologies, l'entreprise que tu as coulée en 2009 par pure cupidité. Henri se souvenait de cette affaire. Fontaine Technologies était un sous-traitant de Dubois Industries, spécialisé dans les logiciels de gestion. En 2009, Henri avait trouvé un prestataire chinois qui proposait les mêmes services pour 40% moins cher. Une décision purement économique, rationnelle. C'était du business, Isabelle, rien de personnel. Rien de personnel? Isabelle s'était levée, la rage déformant ses traits. Mon père avait bâti son entreprise pendant 15 ans. Il employait 80 personnes. Et toi, du jour au lendemain, tu as rompu le contrat pour économiser quelques millions. Des millions qui représentaient des cacahuètes pour toi, mais qui étaient vitaux pour lui. Henri se souvenait maintenant. François Fontaine était venu le supplier de reconsidérer sa décision. Un homme de 55 ans, les cheveux gris, les mains tremblantes, qui avait tenté d'expliquer que la perte de ce contrat signifierait la faillite de son entreprise. « Monsieur Dubois, je vous en supplie, mes employés, leurs familles, donnez-moi une chance de m'aligner sur les prix de vos nouveaux prestataires. » Mais Henri avait été inflexible. Les affaires étaient les affaires. Il s'est suicidé 6 mois après la faillite, continua Isabelle, sa voix vibrante de haine contenue. Il s'est pendu dans son bureau vide, avec une photo de ma mère et moi sur son bureau. Tu sais ce qu'il a écrit dans sa lettre d'adieu? Henri ne répondait pas, hypnotisé par cette révélation. Ma chérie, papa a échoué. Les requins comme Henri Dubois ont gagné. Mais promets-moi de ne jamais les laisser détruire d'autres familles comme ils ont détruit la nôtre. Isabelle avait sorti une lettre jaunie de son sac à main. La lettre d'adieu de son père. J'avais 35 ans quand il est mort. J'ai tout perdu, l'entreprise familiale, la maison, mes économies investies dans l'affaire, mais surtout, j'ai perdu mon père. L'homme le plus honnête, le plus généreux que j'ai jamais connu. Et tout ça à cause de ta cupidité. Henri commençait à comprendre l'ampleur de la vengeance qu'Isabelle avait orchestrée. Ce n'était pas seulement une question d'argent, c'était une guerre personnelle, une croisade pour venger son père. Alors j'ai étudié, avait continué Isabelle, arpentant maintenant le salon comme un fauve en cage. J'ai étudié tes habitudes, tes faiblesses, ton entourage. J'ai appris que tu étais divorcé, seul, vulnérable. J'ai découvert que malgré ta fortune, tu étais un homme simple, qui rêvait d'amour sincère. Elle s'était arrêtée devant Henri, le regardant avec un mélange de mépris et de satisfaction. Et j'ai décidé de te donner exactement ce que tu voulais. Une femme parfaite, aimante, qui te comprendrait, qui t'aimerait pour toi-même, sauf que tout était faux. Chaque sourire, chaque caresse, chaque « je t'aime », tout était calculé pour te détruire. Henri sentait sa poitrine se serrer. Les 10 années les plus heureuses de ma vie étaient les 10 années les plus satisfaisantes de la mienne, avait coupé Isabelle. Chaque fois que tu me disais que tu m'aimais, je pensais à mon père.
Chaque fois que tu me faisais confiance, je volais un peu plus de ton argent. Chaque fois que tu me présentais comme ta femme adorée, je savourais ma vengeance. Henri avait pensé à tous ces moments qu'il avait crus sincères. Leurs voyages, leurs soirées, leurs projets d'avenir. Tout n'avait été qu'une mise en scène élaborée. Et maintenant, avait-il demandé. Isabelle avait souri, un sourire glacial, sans aucune trace de l'affection qu'Henri y avait lue pendant 10 ans. Maintenant, c'est la phase finale. Dans 6 semaines, l'OPA hostile sur Dubois Industries sera lancée. Avec tes 31% restants, tu ne pourras pas l'empêcher. Ton entreprise sera démembrée, vendue par morceaux. Et tu sais le plus beau? Henri attendait, redoutant la suite. Blackstone Capital, la société qui rachète ton entreprise? Elle m'appartient. Enfin, elle appartient à un consortium que j'ai monté avec l'argent que je t'ai volé. Ton propre argent va servir à acheter ton entreprise pour la détruire. Henri avait senti le monde s'effondrer autour de lui. Non seulement Isabelle l'avait ruiné, mais elle allait utiliser sa fortune volée pour acheter et démanteler l'œuvre de sa vie. 40 ans de travail, avait murmuré Henri. Contre 15 ans de travail de mon père. Tu trouves l'échange équitable? Henri avait regardé cette femme qu'il avait aimée plus que sa propre vie, et n'arrivait pas à concilier l'Isabelle tendre et aimante qu'il connaissait avec cette créature froide et calculatrice qui se tenait devant lui. Il y a eu des moments où j'ai cru que tu m'aimais vraiment. Jamais, avait répondu Isabelle sans hésitation. Pas une seconde. Tu me dégoûtais. Tes mains sur moi me dégoûtaient. Tes déclarations d'amour me donnaient envie de vomir. Mais j'ai tenu, parce que chaque jour qui passait me rapprochait de ma vengeance. Ces mots avaient transpercé Henri plus sûrement qu'une lame. 10 ans d'amour sincère de sa part, contre 10 ans de haine dissimulée de la sienne. Et maintenant que tu sais tout, avait continué Isabelle, que vas-tu faire? Appeler la police? Mes avocats sont excellents, et techniquement, tu as signé tous les documents. Divorcé? Parfait. Ça m'évitera de le faire moi-même? Henri s'était levé, chancelant. Je vais me battre. Je vais récupérer mon argent, mon entreprise. Avec quoi? Tu n'as plus les moyens de payer les meilleurs avocats. Et d'ici 6 semaines, tu n'auras plus rien du tout. Isabelle avait ramassé ses affaires, remis la chemise rouge dans son sac. Je vais dormir à l'hôtel ce soir. Demain, mes avocats te contacteront pour le divorce. Ne t'inquiète pas, je ne demande pas de pension alimentaire. J'ai déjà pris tout ce qui m'intéressait. Elle s'était dirigée vers la porte, puis s'était retournée une dernière fois. Au fait, Henri, merci pour ces 10 années. Grâce à toi, j'ai pu venger mon père et devenir milliardaire par la même occasion. C'était encore mieux que dans mes rêves les plus fous. La porte s'était refermée, laissant Henri seul dans ce penthouse qui lui semblait soudain immense et vide. Il était resté debout, au milieu du salon, pendant de longues minutes, essayant d'assimiler ce qui venait de se passer. Sa femme, celle qu'il avait aimée plus que tout au monde, venait de lui révéler que leur mariage entier n'avait été qu'une vengeance froide et calculée. Elle avait détruit sa fortune, sa confiance, et s'apprêtait à anéantir l'œuvre de sa vie. Mais étrangement, malgré l'horreur de la situation, Henri ressentait quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des mois, un soulagement profond. Enfin, il savait. Enfin, il pouvait arrêter de vivre dans le mensonge. La question maintenant était simple. Qu'allait-il faire de cette vérité dévastatrice? Comment un homme de 68 ans, ruiné et trahi, pouvait-il reconstruire sa vie sur les cendres de 40 années de travail? La réponse allait transformer Henri d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. 6 mois après cette soirée dévastatrice, Henri Dubois se tenait devant le miroir de sa petite chambre d'hôtel, près de la Bastille. L'homme qui le regardait avait vieilli, certes, mais ses yeux brillaient d'une lumière nouvelle, une sérénité qu'il n'avait jamais connue, même au sommet de sa fortune. Henri avait perdu presque tout. L'OPA hostile d'Isabelle avait réussi. Dubois Industries avait été démembré et vendu par morceaux, exactement comme elle l'avait prédit. Le penthouse, les propriétés, les voitures de luxe, tout avait été liquidé pour payer les dettes et les frais d'avocat.
Henri vivait maintenant avec une pension modeste dans un studio de 35 mètres carrés qu'il n'aurait même pas remarqué du temps de sa splendeur. Mais quelque chose d'extraordinaire s'était produit dans cette chute libre. Henri avait découvert qui il était vraiment, débarrassé du poids de sa fortune et des masques que portaient ceux qui l'entouraient. Le premier mois avait été le plus dur. Henri avait sombré dans une dépression profonde, incapable de sortir de son lit, ressassant sans cesse les 10 années de mensonges qu'il avait vécues. Il avait même envisagé le suicide, comprenant enfin ce qui avait poussé François Fontaine à cet acte désespéré. Mais un matin, en se promenant dans le Marais, le seul quartier de Paris qu'il pouvait encore se permettre, Henri était tombé sur un café associatif qui aidait les entrepreneurs en difficulté. Par curiosité, il était entré. « Vous cherchez du travail ?» lui avait demandé une jeune femme aux cheveux courts, avec un sourire sincère qu'Henri n'avait plus vu depuis longtemps. « Je ne sais pas, » avait répondu Henri honnêtement. « Je ne sais plus très bien ce que je cherche. » Cette jeune femme s'appelait Clara. Elle avait 28 ans, un diplôme d'HEC, et avait créé cette association après avoir vu son propre père faire faillite et sombrer dans l'alcoolisme. Son histoire résonnait douloureusement avec celle d'Henri. « Vous savez, » lui avait-elle dit ce premier jour, « j'ai appris que la vraie richesse, ce n'est pas ce qu'on possède, mais ce qu'on peut donner aux autres. » Henri avait commencé par faire du bénévolat quelques heures par semaine. Il aidait de jeunes entrepreneurs à structurer leur business plan, partageait son expérience, ses erreurs, ses leçons apprises. Pour la première fois depuis des décennies, Henri se sentait utile sans que l'argent soit impliqué. Il y avait rencontré Thomas, 32 ans, qui tentait de créer une start-up de livraison écologique après avoir perdu son emploi. Marie, 45 ans, qui voulait ouvrir un restaurant après son divorce. Ahmed, 26 ans, qui développait une application pour aider les personnes âgées isolées. Tous ces gens avaient des rêves, des projets, mais manquaient de conseils et de soutien. Henri découvrait qu'il pouvait leur apporter quelque chose de précieux, son expérience, sa sagesse, sa capacité à voir les pièges et les opportunités. « Monsieur Dubois, » lui avait dit Thomas un jour, « grâce à vos conseils, j'ai évité de faire les erreurs qui m'auraient coulé. Vous m'avez sauvé. » Ces mots avaient touché Henri plus profondément que tous les articles élogieux qu'il avait pu lire sur lui dans la presse économique. Pour la première fois de sa vie, il aidait quelqu'un sans rien attendre en retour, et cette générosité désintéressée lui procurait une satisfaction qu'aucune acquisition d'entreprise n'avait jamais égalée. Henri avait aussi commencé une thérapie avec le docteur Martine Roussel, une psychologue spécialisée dans les traumatismes liés aux trahisons conjugales. Ces séances l'avaient aidé à comprendre que sa relation avec Isabelle n'avait pas été entièrement négative, même si elle était basée sur un mensonge. Henri, lui avait expliqué Dr Roussel, « Pendant 10 ans, vous avez été capable d'aimer sincèrement, de faire confiance, de vous montrer vulnérable. Ces qualités ne disparaissent pas parce qu'elles ont été exploitées. Elles font partie de qui vous êtes. Mais comment faire confiance à nouveau après ça? La confiance, ce n'est pas de la naïveté, c'est un choix conscient, éclairé. Vous pouvez apprendre à faire confiance avec sagesse, en gardant les yeux ouverts, mais le cœur disponible. » Ces mots avaient libéré Henri d'un poids énorme. Il n'était pas stupide d'avoir aimé Isabelle, il était humain. Et cette humanité était sa force, pas sa faiblesse. Un jour, en travaillant avec Clara sur un nouveau projet d'aide aux entrepreneurs seniors, Henri avait reçu un appel inattendu. C'était Marc Rousseau, son ancien directeur financier. « Henri, il faut qu'on se voie, j'ai quelque chose d'important à te dire. » Ils s'étaient retrouvés dans le même café du Marais où Henri avait découvert sa nouvelle vocation. Marc semblait rongé par la culpabilité. « Henri, je n'arrive plus à vivre avec ce que j'ai fait. Isabelle, elle m'a contacté la semaine dernière. Elle veut que je témoigne en sa faveur dans une autre affaire. Elle s'attaque maintenant à d'autres entrepreneurs. » Henri n'était pas surpris. La vengeance d'Isabelle ne s'arrêterait probablement pas à lui. « Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais tout avouer à la police. Témoigner contre elle. Je sais que ça ne te rendra pas ton argent, mais au moins, elle ne pourra plus détruire d'autres vies.
Marc avait tenu parole. Son témoignage, corroboré par les preuves qu'Henri avait conservées, avait permis d'ouvrir une enquête sur les activités d'Isabelle. Elle avait été arrêtée 3 semaines plus tard, accusée d'escroquerie en bande organisée, de blanchiment d'argent et de manipulation de marché. Lors du procès, Henri l'avait revue pour la première fois depuis leur confrontation. Isabelle était toujours belle, toujours élégante, mais quelque chose avait changé dans son regard. La satisfaction froide qu'il y avait lue avait été remplacée par une amertume profonde. Quand le juge lui avait demandé s'il souhaitait s'exprimer, Henri s'était levé. Tous les regards étaient tournés vers lui, les journalistes, les avocats, Isabelle elle-même. « Votre honneur », avait-il dit d'une voix calme, « je ne suis pas ici pour demander vengeance. Madame Fontaine a agi par amour pour son père et je peux comprendre cette motivation. Oui, elle m'a détruit financièrement, mais paradoxalement, elle m'a aussi libéré. » Il s'était tourné vers Isabelle, qui le regardait avec surprise. « Isabelle, vous avez voulu me faire payer pour la mort de votre père. Vous avez réussi. Mais dans votre quête de vengeance, vous êtes devenu exactement ce que vous reprochiez à votre père d'avoir subi, quelqu'un qui détruit des vies par cupidité. Votre père aurait-il été fier de ce que vous êtes devenu? » Henri avait vu les yeux d'Isabelle se remplir de larmes pour la première fois depuis qu'il la connaissait. « J'espère qu'un jour, vous trouverez la paix que la vengeance ne vous a manifestement pas apportée. » Isabelle avait été condamnée à 8 ans de prison ferme. Une partie des biens qu'elle avait acquis avec l'argent volé avait été saisie et redistribuée aux victimes, mais Henri avait choisi de donner sa part à l'association de Clara. Cet argent a causé trop de mal, avait-il expliqué, qu'il serve maintenant à faire du bien. Aujourd'hui, 2 ans après la découverte de la trahison, Henri dirigeait l'association Nouveau Départ qu'il avait créée avec Clara. Ils aidaient des entrepreneurs ruinés à reconstruire leur vie, des personnes trahies à retrouver confiance, des rêveurs à transformer leurs idées en réalité. Henri vivait toujours modestement, mais il n'avait jamais été aussi riche. Riche de relations authentiques, de projets porteurs de sens, de la satisfaction de voir des vies se transformer grâce à son aide. Il avait même retrouvé l'amour. Pas avec Clara. Leur relation était purement professionnelle, mais avec Sylvie, une veuve de 62 ans qu'il avait rencontrée lors d'une conférence sur la résilience. Sylvie était professeure de littérature à la retraite, passionnée de voyages et de photographie. Elle n'avait aucune idée de qui était Henri Dubois, le milliardaire, et s'était éprise d'Henri l'homme, avec ses cicatrices et sa sagesse durement acquise. « Tu sais ce que j'aime chez toi ?» lui avait-elle dit un soir, alors qu'il se promenait le long de la Seine. « Tu es entier. Pas de masque, pas de calcul. Juste un homme qui a vécu, qui a souffert, et qui a choisi de transformer sa douleur en force pour aider les autres. » Henri avait souri. « Il m'a fallu perdre tout ce que je croyais important pour découvrir ce qu'il était vraiment. » Et qu'est-ce qui est vraiment important? Henri avait regardé cette femme simple et authentique qui marchait à ses côtés, puis avait pensé à tous ces entrepreneurs qui l'aidaient chaque jour, à Clara qui était devenue comme une fille pour lui, à Marc qui avait trouvé le courage de se racheter. Les connexions humaines vraies, la capacité de donner sans compter, le courage d'être vulnérable et la sagesse de savoir que la vraie richesse ne se compte pas en euros, mais en vies touchées. Ce soir-là, en rentrant dans son petit studio, Henri avait repensé à Isabelle. Étrangement, il ne lui en voulait plus. Elle lui avait pris sa fortune, mais elle lui avait aussi donné quelque chose d'inestimable, la possibilité de découvrir qui il était vraiment quand tout s'effondrait. Henri avait appris que la trahison la plus cruelle peut parfois être le plus beau cadeau de la vie si on a le courage de la transformer en sagesse. Que l'amour sincère, même trompé, vaut mieux que la méfiance permanente, et que parfois, il faut tout perdre pour tout gagner. À 70 ans, Henri Dubois était enfin devenu l'homme qu'il était destiné à être, non pas un milliardaire solitaire dans sa tour d'ivoire, mais un être humain connecté aux autres, riche de sa capacité à aimer, à donner et à transformer la douleur en espoir. Et cette richesse-là, personne ne pourrait jamais la lui voler.